comment je pourrais tenir mon corps et apaiser les tensions à l'intérieur de lui pour que cela exprime ce calme, cette paix, ce silence. J'inspire et ce souffle est à présent le moyen que je possède pour calmer et détendre à la fois le corps, à la fois le souffle, mais également l'esprit. Et ma relation avec le souffle devient plus proche encore. J'inspire, conscient de cette expérience rafraîchissante, calme, satisfaisante, positive, d'avoir peut-être un peu plus de calme dans mon corps, à travers ma respiration, dans mon esprit. J'inspire, conscient de cette expérience satisfaisante, peut-être. J'expire, conscient de cette expérience rafraîchissante. Comme si le souffle était cette source d'eau claire que je trouvais en plein désert. J'inspire, conscient de cette expérience rafraîchissante. D'être calme un peu plus. Toujours conscient du souffle.
mais avec une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus amicale. Et je vais à présent prendre 3 grandes, profondes inspirations, expirations, très lentes, sans jamais forcer, et que ces longues, profondes, lentes inspirations, expirations expriment vraiment ce que je pense être un peu plus de détente et de calme dans le souffle, le corps et l'esprit, sans les forcer. Et calmement, je vais pouvoir ouvrir les yeux. De revenir à la session d'aujourd'hui. Je peux me tirer un peu, bouger mes mains, boire un peu de thé si j'en ai. Est-ce que vous avez des questions sur la pratique en ce moment? Il y en avait déjà 2 dans la boîte de conversation. Il y avait une question, j'aimerais des précisions sur attraction-répulsion. Oui, alors c'est ce qu'on a vu dans le sujet de la fois dernière. C'est quelque chose d'assez neutre, attraction-répulsion, parce qu'il peut y avoir de l'attraction pour quelque chose de constructif. Il y a une différence entre attraction, c'est dans ce sens-là où je l'ai mis, entre attraction et avidité, par exemple. Attraction, on peut avoir l'attraction pour quelque chose de positif, de constructif dans nos vies. L'attraction pour la paix mentale, par exemple. L'attraction pour être bénéfique aux autres. Ça peut être une forme d'attraction. C'est une manière d'essayer de percevoir cette polarité de l'esprit sans commencer à être trop précis sur la nature de cette polarité. Est-ce que c'est de l'avidité? Est-ce que c'est de l'aspiration? Est-ce que c'est de la répulsion, de la colère? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose de constructif qu'on doit repousser? Donc c'est vraiment pour essayer de commencer à observer ces 2 différents types de polarité de l'esprit, de se diriger vers quelque chose ou d'éviter quelque chose. Mais l'évitement de quelque chose n'est pas nécessairement négatif. Non plus que l'attraction pour quelque chose ne l'est non plus. C'est commencer à découvrir le monde des émotions à travers ces deux axes-là. Je ne sais pas si c'est clair. Il y avait d'autres questions. Je me pose une question dans la méditation lorsqu'on regarde nos pensées.
Nous sommes toujours soit dans le passé, soit dans le futur. À quel moment peut-on considérer que nous sommes dans le présent, puisqu'il est déjà passé quand on y pense? Non, j'ai pas Alors, entendu. la grande ironie, c'est que on n'est jamais ni dans le passé ni dans le futur dans la méditation. On est toujours dans le présent. La vie n'existe que dans le présent. Je vous l'ai dit la fois dernière, mais pour certains systèmes philosophiques, le passé et le futur n'existent pas. Parce que tout ce qui existe comme expérience est nécessairement présent. Quand on dit on est dans le passé ou dans le futur, c'est qu'on oublie le présent. Mais on est toujours, quand on est observant dans son esprit d'un projet futur, on est dans le présent, mais on oublie le présent. Quand on pense, on a des regrets pour ce qu'on a fait dans le passé, ou on pense à des souvenirs, on oublie qu'on est dans l'instant présent, mais on n'est jamais autrement que dans l'instant présent. Il n'y a pas d'autre espace de vie que l'instant présent. Quand on est dans le passé ou le futur, c'est que bien souvent, on a oublié le présent. Donc, la méditation, ça sert à reconnaître qu'on est dans le présent et reconnaître que le seul instant dont on dispose, c'est le présent. Il n'y a pas d'autre espace de vie, encore une fois, que le présent. Il n'y a pas de... D'ailleurs, c'est erroné de dire on est dans le futur ou dans le passé. On est simplement observant du futur, ou même pas du futur, parce que le futur, on ne le connaît pas, c'est encore plus fort, c'est que le futur, on l'anticipe et on passe beaucoup d'énergie dans quelque chose qui est hautement incertain. Donc on est dans une anticipation de quelque chose dont on n'est pas sûr, dont on passe beaucoup d'énergie à essayer de le déterminer, et on oublie complètement le présent. Ça, c'est dans le Bhaddegarata Sutta de Bouddha. C'est un sutra qui est souvent repris par Thich Nhat Hanh, par exemple, qui est traduit différemment. Je crois que le nom, c'est le Sutra de la meilleure façon de vivre seul, ou quelque chose comme ça. Et il dit que on est toujours absorbé dans le futur ou le passé. Et quand on est dans le présent, on a des vues erronées sur le présent. On amplifie les choses dans le présent. Ou on retranche des caractéristiques des objets dans le présent. Donc, voilà ce que je peux en dire. Question suivante. À quel moment sommes-nous dans l'acceptation, le ressenti d'un état émotionnel quand on essaye de calmer cet état? À quel moment on glisse dans une démarche égotique? Ah, ça, c'est très sensible, c'est subtil. Qu'est-ce qui est du domaine de l'observation? Qu'est-ce qui est du domaine de la superimposition, de la surimposition mentale? Ça, c'est avec l'habitude qu'on prend à essayer de nommer nos états mentaux qu'on arrive à développer cette sensibilité de savoir est-ce qu'on est passé un peu trop loin de l'observation à quelque chose où on s'est dit ça y est, c'est moi, j'ai ces émotions, je suis comme ça. Ce qu'on peut essayer d'observer dans la méditation, c'est est-ce que la paix de l'esprit, est-ce que ce calme qu'on a essayé de développer dans la méditation d'aujourd'hui, par exemple, quand ce calme il est heurté, il est endommagé, on peut se dire qu'il y a peut-être la présence d'une émotion perturbatrice qui exagère la réalité ou qui retranche des aspects à la réalité. Donc, quand on reste calme, et c'est d'ailleurs toute la plus-value d'une méditation sur le calme mental comme on le voit aujourd'hui, quand on a cette joie, ce calme, on a beaucoup plus facilement une équanimité mentale qui nous permet d'observer nos pensées sans être engagé ni dans une forme d'aversion pour nos états mentaux, ni dans une forme d'attachement pour nos états mentaux. C'est deux choses qui, lorsqu'elles s'installent dans l'esprit, perturbent la paix mentale. Donc quand on arrive à conserver une appréhension du souffle, une appréhension calme du souffle, joyeuse du souffle, on a beaucoup plus de capacité à être objectif, si tant est que l'objectivité existe, mais en tout cas d'être moins engagé dans nos pensées à travers des surimpositions. Donc ça, c'est vraiment avec l'expérience qu'on arrive à faire la différence entre une observation objective de nos états mentaux et une observation dans laquelle on se dit, encore une fois, c'est que je suis comme ça, oh là là, je réagis toujours de la même manière, ça vient, c'est la 10e fois que je pense à qu'est-ce que je vais mettre sur la pizza,
Et ce jugement qui ajoute une forme de tension et qui perturbe le processus de reconnaissance de nos émotions et de ce peuple intérieur, de toutes ces émotions qui peuplent l'esprit. Il y avait une question sur le fait d'utiliser l'enregistrement de cette méditation pour notre pratique quotidienne ou plutôt nous efforcer de la faire de mémoire sans guidage audio. Alors juste pour répondre sur une partie, je suis désolé, mais on n'a pas pensé à l'enregistrer dès le début, donc ce ne sera pas celle-là, mais il y en a d'autres qui ont été enregistrées. Voilà, mais effectivement plus largement sur le fait d'utiliser des audios pour la pratique quotidienne. Les audios, ça peut guider. Et tant que vous sentez que ça vous est bénéfique, servez-vous-en. Mais ces instructions sont très organiques. Elles dépendent de notre adaptation et de l'adaptation de ces techniques-là à ce qu'on ressent au moment présent. Parce que parfois, on passe d'un point à un autre un peu trop vite, là où dans la journée qu'on a passée, il faudrait s'attarder sur un seul point, par exemple. Ou bien, si on est très détendu, c'est pas la peine de passer du temps sur est-ce que ma respiration est lente ou longue. J'ai déjà une forme en moi de calme, de sérénité, cette expérience satisfaisante. Et là, je peux aller beaucoup plus loin dans la méditation sans avoir à passer par ces étapes précédentes. La mémoire est quelque chose d'hyper important. On a malheureusement en France rendu équivalente la mémoire avec une forme de connaissance idiote, mais savoir se souvenir des choses, c'est hyper important parce que c'est sur la dépendance de ce souvenir qu'on peut adapter les méthodes, comprendre au moment où on médite qu'est-ce qu'il faut faire, se souvenir de tous les points de la méthode. C'est pour ça que dans les fichiers que je vous envoie, je répète les choses. La répétition est hyper importante parce que quand vous êtes sur le coussin, vous ne pouvez pas regarder vos mails parce qu'à ce moment-là, vous perdez la qualité de cette attention. Il vaut mieux avoir tout à l'esprit et puis naviguer d'un point à un autre. La mémorisation de ces instructions, comme on mémorise dans une voiture, quand on est en voiture, on ne se dit pas, oui, alors attends, la 6e vitesse, il faudrait que je regarde dans le livre qui est dans le coffre, où est-ce qu'elle est la 6e vitesse, ou le frein, par exemple. On est sur l'autoroute, le frein. Non, quand on pilote une voiture, il faut aller vite. Quand on pilote l'esprit, il faut avoir les instructions à portée de main. Il faut avoir cette capacité de redresser les choses assez rapidement. Ah, j'ai observé que mon esprit avait une forte tendance à l'excitation aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour ça? Et là, il faut avoir cette autonomie de trouver pour soi, au moment présent, les meilleurs antidotes disponibles. Et ça nécessite de reconnaître les instructions et de les mémoriser. Donc, je peux vous encourager à vous souvenir que la mémorisation est hyper importante dans le processus de la méditation. Et pas seulement pour les méditations de calme mental, mais aussi pour les méditations analytiques. Il y a une dernière question. Lors de la précédente session, à un moment, on a parlé des 9 points du Shiné ou de la concentration, d'une évolution de la concentration. Peut-on revoir ces 9 points? Alors là, vous allez... C'est mon effort de mémorisation là, qui va être... Ouais. Alors, il y a 9 points. Le premier point, c'est je porte mon esprit sur l'objet. Il n'y a pas une forme de continuité. Et c'est ce que j'essaie de vous encourager à faire. Le premier point, c'est est-ce que j'arrive à simplement porter mon attention sur l'objet? Si j'y arrive, on peut dire que j'ai réussi le premier point. Deuxième point, c'est le placement continu. J'arrive à créer une continuité. Le troisième point, c'est le placement, c'est pas rustine, mais patch placement. C'est des morceaux qu'on recolle les uns aux autres. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est distrait, on arrive à recoller notre attention sur le souffle. Le quatrième, c'est le placement étroit. Le placement étroit, ça veut dire qu'on arrive à avoir une continuité beaucoup plus longue. On n'a plus de distraction. Ensuite, on a le placement numéro 5, qui est le placement qui s'appelle la
l'apprivoisement, on apprivoise l'esprit, donc on arrive à éliminer la possibilité que l'esprit a d'avoir des excitations, des perturbations. On est toujours observant l'esprit, mais là, on diminue la laxité mentale, une forme de, c'est plus subtil que la torpeur, c'est quelque chose qui fait que l'objet apparaît pas clairement. Et puis, on a cette faculté d'éliminer l'excitation, qui est une forme de l'image est claire, mais on a une tendance à vouloir sortir de l'objet. Ça, c'est l'apprivoisement. On a la pacification, numéro 6, la pacification profonde, numéro 7. On a le 7, le 8, on a c'est fini, profonde. On a en 8, on a en un point, le placement en un point, c'est-à-dire que là, on commence à ne plus avoir ni excitation ni laxité, donc on commence à avoir une absorption méditative. Et enfin, le placement net, c'est le placement 9, c'est le placement équilibré. Donc là, à la fin du placement 9, on atteint le calme mental. On arrive à avoir une absorption méditative, on peut rester quasiment 4 heures sans aucune distraction sur l'objet. On a une félicité mentale, une souplesse mentale extraordinaire. Et donc ça, c'est l'accomplissement du calme mental à la fin de cette 9e étape. Mais je peux vous encourager à revoir la méthode, si vous ne la connaissez pas, qui est présente dans l'Amrim Shenmo, qui est tirée de Maitreya et d'Asanga. Voilà. Qui est passionnant parce que c'est complètement complémentaire à ce qu'on voit aujourd'hui. Savoir reconnaître à quel point j'en suis, est-ce qu'il faut que j'ai de la vigilance maintenant ou est-ce que la chose qu'il faut que j'emploie maintenant, c'est plutôt la pleine conscience. À quel moment employer la pleine conscience? À quel moment reconnaître que j'ai une forme de paresse mentale aussi, une forme de manque d'enthousiasme? Ça, je vous l'ai décrit dans les premières sessions. L'importance qu'il faut avoir que lorsqu'on est assis sur le coussin, on est tout de suite engagé dans une forme de joie, d'effort joyeux, qui est nourri par la perception préalable à la méditation que la méditation, elle me sert. C'est quelque chose qui va me rendre service d'avoir l'esprit plus calme, d'avoir moins de distractions, d'être plus dans le présent. Donc un gros du travail se fait avant même de s'asseoir sur le coussin. Et ça, c'est complètement inscrit dans cette méthode qu'on retrouve dans le Lamrim en 8 qualités et 5 fautes. Et dans les 5 fautes, il y a ce manque d'enthousiasme, justement. Et l'antidote à ce manque d'enthousiasme, c'est de développer l'effort joyeux et la souplesse mentale à travers l'aspiration. Et c'est ce qu'on a vu, c'est une forme d'attraction en se disant « Waouh, cette méditation, elle a des qualités, ça me fait du bien dans la vie, ça me sert à quelque chose, ça me permet de comprendre plus en profondeur. » Et quand on a ce savoir un peu plus expérientiel, eh bien, quand on s'assoit sur le coussin, on n'a pas cette tendance à se dire « Ah non, il va falloir que je fasse 3 minutes demain aujourd'hui. » Parce que je pense qu'il y a la tarte qui est en train de cuire dans le four, elle va peut-être être brûlée. Ou on n'essaie pas de couper court à la méditation, on essaie justement d'en faire un peu plus parce qu'on a de la joie, de l'enthousiasme. Et très souvent, ce que je vous ai dit dans la première session, c'est qu'on a l'impression que la méditation, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une forme de pilotage. Auquel cas, on s'assoit, on attend que ça se passe. Et très, très, très souvent, on arrête la méditation parce que ça ne nous apporte rien, parce qu'on n'a pas cultivé l'appréhension forte des bienfaits de la méditation. Une dernière question qui s'est ajoutée. Il y a un terme qui revient souvent, placement en un point ou single pointed en anglais. Est-il possible d'expliquer le sens de cette expression? Alors, placement d'un point, c'est cette capacité que l'esprit en un point, c'est la concentration, la stabilisation méditative, le facteur mental stabilisation méditative qui est parfois transcrit en tant que concentration, mais c'est qu'en un point, l'esprit est focalisé sur son objet sans avoir rien d'autre qui vient perturber. C'est un laser de l'esprit. Il n'y a plus aucune dissonance de l'esprit, aucune perturbation, aucun parasitage. On est complètement absorbé en un point. Donc c'est une stabilité non discursive, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de réfléchir, c'est le haut débit sur l'objet de méditation. Stabilisation en un point.
mais qui est plus la stabilité de l'esprit que la stabilité de l'objet. Ça, c'est important. C'est l'esprit qui est porté sur l'objet, en un point. OK? Donc, on va passer un petit peu à la... On va revoir quelques-uns des points pour essayer de pousser un peu plus à fond notre compréhension de ces points sur la méditation sur le souffle. Puis on commence à le comprendre, et à la fois simple, mais à la fois il y a vraiment, on prend conscience, c'est plus du pilotage, il y a quelque chose à faire quand on médite. C'est pas simplement le souffle, c'est essayer de petit à petit avoir une relation un peu plus proche avec le souffle, un peu plus aimante, essayer de se rendre compte quand on a des distractions, de savoir ne pas les chasser avec aversion. Il y a vraiment des choses à faire, hein, mais qui, parce qu'elles ont lieu dans le monde de l'esprit qui est invisible, on a l'impression qu'il s'agit de rien. Mais en fait, on fait des choses, on agit. Donc, et ça a été posé un peu la fois dernière, les instructions que je vous ai données à travers le fichier que vous avez reçu, ce n'est pas un plan d'entraînement, encore une fois. C'est certaines des séquences qui font qu'on peut calmer l'esprit, mais il faut réussir à ne pas prendre ça comme acquis à chaque fois, essayer de trouver cette acuité mentale, cette flexibilité, de savoir vous adapter à ces instructions-là en fonction de vos journées, en fonction de votre état mental, de votre fatigue aussi. Pas essayer de pousser ces instructions à chaque fois comme s'il s'agissait d'une routine à faire à chaque fois. Il faut que j'aille du point 1 à point 6. Non, il faut essayer de vous adapter à chaque fois, parce que c'est à travers l'adaptation qu'on développe cette intelligence de savoir reconnaître nos émotions et de savoir y apposer un antidote au moment présent. Parce que si on disait que piloter un avion, c'est aller droit et décoller, décoller et aller tout droit jusqu'à l'aéroport, ça ne suffit pas comme instruction pour un pilote. Il faut que le pilote, lui, une fois qu'il est dans l'avion, il s'adapte au vent, il s'adapte aux éléments, il s'adapte à la météo, il s'adapte aux choses qui ne sont pas des choses qui sont seulement apprises à travers la théorie. La théorie, elle permet d'indiquer une direction, mais c'est à nous, quand on médite, d'essayer de reconnaître les caractéristiques individuelles de notre état mental à l'instant où on médite. Ça, c'est hyper important. Et puis, ce qu'on va voir aujourd'hui sur la nature de la conscience, c'est quelque chose d'un petit peu avancé, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui va faire sens au moment où on va méditer dessus, mais ça n'empêche pas qu'on puisse le considérer, parce qu'on a vu que quand on a monté ce télescope sur le toit de la maison, ce serait dommage de ne pas essayer d'observer ce qu'il y a dans le télescope, de ne pas observer les étoiles. Et c'est la tendance qu'on pourrait avoir de simplement considérer ce calme mental comme une technique à part entière, indépendante du reste. Non, une fois qu'on a acquis ce calme mental, cette respiration, qu'on se sent bien, ben, l'esprit a beaucoup plus d'acuité pour essayer de comprendre des choses profondes. Et à ce moment-là, on peut essayer de découvrir beaucoup plus sur nos états mentaux, sur la faune intérieure, la faune mentale, également sur la nature de la conscience, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si les instructions ou les indications que je vais vous communiquer ne font pas de sens, ce n'est pas un problème. Essayez de se tourner vers la méditation sur le souffle de placement. Donc, observer aujourd'hui la nature de la conscience, c'est des instructions pour méditer à l'avenir peut-être. Ce n'est pas quelque chose qu'on va peut-être pouvoir utiliser aujourd'hui ou dans la semaine qui suit, parce que je vais vous donner des instructions pour essayer d'observer cette nature de la conscience. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Il faut voir les choses à long terme dans la méditation. Mais observer la nature de la conscience ou d'autres sujets que simplement le souffle, ça nous permet de ne pas oublier la grande image aussi. Il ne s'agit pas simplement de calmer l'esprit, il s'agit de comprendre profondément. Et ça, à travers la nature de la conscience, on va voir que c'est une porte d'entrée vers une découverte, des découvertes qui sont très importantes dans la vie spirituelle. Donc, je vais parler un petit peu, de commencer par l'effort juste. Et on a vu qu'on a commencé à travers 3 grandes profondes langues d'inspiration et expiration. On a terminé avec ça. Et il faut comprendre ces points qu'on a vus sur la méditation sur le souffle à travers la voie du milieu, qui est très riche, qui est très chère au bouddhisme, puisque le Bouddha, c'est celui qui a
développé cette voie du milieu, libre des extrêmes. Lui, il était libre de l'extrême de l'ascétisme et libre de l'extrême de la vie mondaine. Et il a trouvé ce juste milieu entre les deux parce que la vie ascétique ne lui portait pas bénéfice, elle l'empêchait de réfléchir, il devenait émacié, et la vie mondaine lui faisait perdre la possibilité de visualiser la grande perspective. Qu'est-ce que la souffrance, la nature de la souffrance, quel est le sens de la réalité, toutes ces questions-là. Donc nous, on va essayer d'observer le souffle à travers cette voie du milieu libre de deux extrêmes qui est, quand on médite, de forcer. Ça, c'est une forme d'extrême. Et l'autre extrême, c'est de rien faire. Et ça revient encore une fois à ce qu'on a vu la première séance. Forcer, c'est de penser, par exemple, qu'il ne s'agit que d'une technique. Et on a une vue assez matérialiste de la méditation. Bon, si j'ai la technique, à chaque fois, ça va marcher. Non, parce qu'il y a ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a fait dans la semaine qui suit, nos états mentaux, nos états physiques, notre environnement. C'est très compliqué tout ça, ce qui fait que pendant la méditation, on va arriver à focaliser l'esprit. Donc, forcer dans la méditation, ça apporte jamais rien. Forcer, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des résultats alors qu'on n'a pas les causes et les conditions qui permettent ce résultat. Et c'est une forme d'impatience. Donc forcer le souffle, ce serait d'essayer de forcer en se disant bah, hier j'ai réussi à méditer sur le souffle, je me sentais bien, c'était top. Et là aujourd'hui, j'arrive même pas à observer si mon souffle est court ou s'il est lent. Est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est court? Et on répète et on crée on referme l'esprit alors qu'à ce moment-là, il faudrait l'ouvrir avec joie, avec bienveillance. Donc ça porte jamais de bienfait dans la méditation, forcer. Et ne rien faire, ce serait de rester complètement, voilà, bah, silence radio dans l'esprit, on observe le vide, on est porté d'une pensée à une autre et on fait rien. Et ça, c'est équivalent à ce qu'on a vu la première session, c'est de penser que la méditation sur le souffle, il ne s'agit pas d'une technique. Il s'agit simplement de se vider l'esprit. On voit après 4 séances que c'est un peu plus subtil que ça, c'est une forme de pilotage. Et par rapport à la respiration, il est souvent dit dans cette technique qu'on ne doit pas forcer la respiration. On ne doit pas forcer l'inspiration et l'expiration. Mais ne pas forcer ne veut pas dire qu'il faut absolument rien faire de cette respiration. Parce qu'on voit dans le quatrième point qu'on calme le corps et on calme la respiration. Si on pense que la méditation sur le souffle, c'est n'avoir aucune action sur le souffle, de toujours le laisser naturel, comment on peut comprendre ce quatrième point qui est de calmer le corps et de calmer le souffle? Comment on calme le souffle? Ça veut dire quoi calmer le souffle? Comment je fais? Donc, l'extrême serait de penser qu'il n'y a rien à faire sur le souffle. Et là, c'est une instruction, je pense, assez importante, c'est qu'il faut quand même agir un peu sur le souffle. Dans la mesure du possible, mais bien garder à l'esprit qu'un esprit concentré est un esprit dans lequel le souffle est beaucoup plus lent. Donc si on arrive à avoir une détente physique et mentale, on peut commencer à être soucieux de détendre et de calmer le rythme, la fréquence de nos inspirations et nos expirations. Avoir des respirations plus lentes. Au lieu de respirer sur 5 secondes, on respire sur 7 par exemple. Sans compter, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, parce que la question est souvent de se dire, pour ceux qui connaissent le pranayama par exemple, le pranayama c'est une technique qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain, mais aussi dans l'hindouisme, de forcer les inspirations et les expirations par diverses techniques. On peut respirer par une narine plutôt qu'une autre, on peut inspirer très 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 lentement et avoir des rétentions par exemple. J'inspire, je bloque. 10 secondes, 20 secondes, et je souffle. Mais même dans le pranayama, et ça j'ai consulté quand même pas mal de textes pour pouvoir le dire, il n'y a jamais cette notion de forcer. Si on a l'impression de forcer et que c'est quelque chose de désagréable, c'est qu'on passe complètement à côté de la technique.
Donc, entre la technique qu'on essaie de voir aujourd'hui et le pranayama, il y a beaucoup de points communs finalement. C'est qu'il y a un moment où on peut commencer à essayer de calmer le souffle. Et même, on peut essayer de se dire, pendant plusieurs respirations, voilà, je vais faire une petite rétention, simplement pour être conscient de qu'est-ce que le souffle lent. Parce que si on l'essaye jamais, on ne peut pas savoir ce que c'est le souffle lent. Et quand on permet au souffle de ralentir, on calme l'esprit. Quand on arrive au quatrième point, la quatrième absorption méditative, le quatrième dhyana, le souffle donne presque l'impression d'être complètement arrêté. Complètement arrêté. Pendant plusieurs heures, on a l'impression de ne pas respirer. On respire très subtilement, on a l'impression de ne pas respirer. Certains textes disent on ne respire plus. Mais bon, ça, scientifiquement, je ne sais pas comment on peut le comprendre, puisque au quatrième dhyana, on peut être absorbé pendant plus de 24 heures, par exemple. Donc, l'effort joyeux, il est à comprendre dans le sens où chacun de ces points, on a quelque chose à faire. Ce n'est pas toujours observer les choses comme elles sont. C'est avoir cet petit espace de latitude disponible dans lequel on va pouvoir faire un effort. L'extrême serait de forcer la respiration en se disant « il faut que je respire sur 3 minutes ». Après 20 secondes, on en est tout rouge, on est comme ça, on est hyper tendu. Et c'est ce qui est arrivé Bouddha quand il faisait l'ascèse et qu'il s'arrêtait de respirer. Il avait l'impression que le cerveau lui sortait de la tête, il avait des maux de tête immenses. Et ça lui servait à rien, il s'est rendu compte, mais ça ne produit pas de connaissance, ça ne produit pas de calme mental même. Donc c'est le faire quand on est détendu. À la fin de votre méditation, si vous pensez être bien détendu, essayez de calmer. Et on peut voir, il y a des signes qui montrent que le souffle s'est détendu. Par exemple, le souffle finit par couler de manière complètement égale dans les deux narines. Ça, c'est un moyen qu'on voit que le souffle s'est vraiment calmé. Dans l'hindouisme et dans le bouddhisme tibétain, il y a des moyens de reconnaître la prédominance des éléments à travers la façon dont le souffle passe dans les narines. Donc ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'on peut avoir cette sensibilité de voir si mon souffle on a l'impression qu'il coule complètement également dans les deux narines. C'est une impression assez particulière. Hein. Donc on peut calmer ce souffle à travers 2 inspirations, retenir un peu sa respiration si c'est plaisant et ne jamais forcer parce que le but de faire ça, c'est de calmer un peu plus l'esprit. Si on force parce qu'on pense que c'est en forçant qu'on calme l'esprit, on passe complètement à côté de la pratique. Et je pense que c'est une indication qui est donnée dans cette technique-là pour ne pas commencer par retenir sa respiration. On commence par observer comme elle est, pour ne pas tomber dans l'extrême de forcer. Donc après votre méditation, si vous êtes arrivé à l'étape 6 par exemple, je suis conscient de cette expérience rafraîchissante, de cette expérience de fort contentement, je peux commencer à calmer le souffle, à retenir un petit peu le souffle si je pense que ça me sert à quelque chose. Il faut que ça serve. On essaiera en fin de session, si on arrive à méditer un peu, à essayer d'être sensible à ça. Parce que dans la première instruction, dans la deuxième, pardon, est-ce que le souffle est court ou est-ce qu'il est long? Il faut reconnaître en nous qu'est-ce que ça veut dire un souffle long. Et de la même manière, il faut reconnaître en nous, dans les états de la journée, quand on est en colère, reconnaître à quel point le souffle est court, par exemple. L'inspiration est forte, l'expiration est plus lente. Reconnaître à quel point nos états mentaux sont conjoints avec la manière de respirer. Reconnaître que c'est le souffle court à travers l'observation dans la journée de nos états mentaux. Et quand on arrive à permettre au souffle d'être beaucoup plus lent, eh bien on avance beaucoup plus dans la méditation. On calme beaucoup plus l'esprit. Donc tout ça pour dire qu'à cette indication, prenez le souffle comme il est, il faut ajouter cette nuance. Oui, prendre le souffle comme il est, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer de le calmer non plus. Et il ne faut pas essayer de forcer le calme. C'est ça l'indication. Ok? Donc maintenant, on a la possibilité
une fois qu'on a développé ce calme, de se tourner vers une méditation analytique. Aujourd'hui, on va voir la nature de la conscience. Alors la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la grande oubliée du siècle ou de la décennie ou du millénaire. C'est quelque chose qui est malheureusement inconnu, qui est quelque chose qui fonctionne sans arrêt pour nous et sur lequel très rarement on pose l'esprit. Et c'est pour un contemplatif, par exemple, qui a passé sa vie à observer l'esprit, je pense que c'est quelque chose qui doit paraître énorme de se dire, mais ce monde intérieur, à quel point on peut passer rapidement à côté, alors que ce monde intérieur fonctionne et prédétermine toutes nos paroles et toutes nos actions. Donc observer la nature de la conscience est quelque chose de fondamental. Je le dis à chaque fois, mais un bouddhiste en tibétain, Nangpa, c'est un être de l'intérieur, c'est quelqu'un qui pense que ce monde intérieur, ce monde de l'esprit, c'est fondamental pour comprendre nos émotions, nos comportements de masse aussi, et puis comprendre les leviers qui prédéterminent nos expériences satisfaisantes ou pas. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le film The Truman Show, non? C'est un super film avec Jim Carrey, mais c'est un peu ce qui se passe avec la nature de l'esprit. Il passe toute sa vie inconscient, qui fait partie d'une émission de télé. Il y a des caméras qui l'observent. Il a toute sa vie comme s'il disposait de tout son libre arbitre et de choisir le cours qu'il peut donner à son existence, ignorant que derrière le miroir de sa salle de bain, il y a une caméra, il y a des caméras partout, et que tous les choix qu'il fait sont en dépendance de cette équipe de télé qui va décider de son avenir. Et bien, c'est un peu la même chose avec la nature de l'esprit. On finit par découvrir qu'à travers toutes nos actions, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est cette équipe de télé, ce projecteur mental, ce monde de l'esprit peuplé de nos facteurs mentaux, de nos émotions, qui est à la naissance de toutes nos décisions, de toutes nos orientations. C'est un peu un continent qu'on essaie de découvrir. Aujourd'hui, il n'y a plus de continent qu'on peut découvrir dans le monde physique, en tout cas de la Terre, mais il y a le continent de l'esprit, qui est problématique parce qu'il est immatériel et parce qu'il est sombre dans le sens où il n'est pas éclairé par notre conscience, donc on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais quand on commence à découvrir et à faire un peu de lumière dans le monde de l'esprit, on voit qu'il est peuplé de milliers de choses différentes. Et nous, on va essayer de voir aujourd'hui la chose la plus fondamentale qui soit dans le monde de l'esprit, c'est la nature de la conscience. Qu'est-ce que c'est la nature de la conscience déjà? Est-ce qu'on peut connaître la nature de la conscience? La nature de la conscience, c'est simplement se dire, mais je connais. Comment ça se fait que je connais? Cette connaissance se fait que chaque moment, il y a quelque chose qui apparaît et dans lequel je m'engage. Alors même cette réflexion peut nous paraître un peu étrange. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un peu pas très clair aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Est-ce que la connaissance est quelque chose sur lequel on peut porter notre attention? Est-ce que la conscience est quelque chose sur lequel on peut méditer même? Il est dit que tout ce qui existe peut être objet de méditation. Si ça existe, je peux l'observer. Donc là, est-ce qu'on peut observer la nature de la conscience? Qu'est-ce que c'est la nature de la conscience? Donc là, je peux donner une définition. La nature de la conscience, c'est une définition, et on va voir que c'est à prendre avec précaution, c'est ce qui est clair et connaissant. Bon, c'est pas un scoop, hein. Mais clair, c'est-à-dire que c'est ce qui permet à une apparence d'exister, et connaissant, c'est ce qui s'engage vers cette apparence. Donc, à chaque moment, on a une apparence de quelque chose, un son, qui émerge dans notre esprit, et on s'engage en direction de cette chose-là. C'est la définition qui est donnée à la conscience. Ce qui est clair, connaissant. Clair et connaissant. Ça ne veut pas dire qu'on connaît quelque chose et qu'on a toujours raison, mais il y a toujours notre esprit qui observe quelque chose.
Sans arrêt, notre esprit observe quelque chose. Donc une fois qu'on a cultivé un peu de calme mental, on va essayer de reconnaître à travers la méditation cette nature de la conscience, claire, lumineuse, qui à chaque moment donne naissance à une apparence et s'engage auprès de cette apparence. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de méditer sur la nature de la conscience? Ben, la première, c'est déjà de voir que grâce à cette conscience, on a toutes nos émotions, tous nos facteurs mentaux. Cette conscience est ce qui fait naître toutes les émotions qu'on a. Les émotions ne sont pas quelque chose d'extérieur, les émotions sont des manières de connaître. La colère, par exemple, c'est une manière de connaître. La colère, c'est une manière de connaître qui exagère les défauts de quelque chose et veut heurter, veut blesser une chose. C'est une manière de connaître. Toutes les occurrences de l'esprit sont des manières de connaître. Ça connaît d'une certaine manière. Il y en a qui connaissent d'une manière conforme à la réalité, d'autres qui exagèrent. Une sensation satisfaisante, par exemple, ce qu'on voit dans la méditation sur le souffle, j'inspire, conscient de cette expérience satisfaisante, c'est une manière de connaître. Le bonheur, c'est une manière de connaître. C'est une manière de connaître qui fait l'expérience satisfaisante d'un objet. Le bonheur, ce n'est pas l'objet lui-même. Deux personnes peuvent être assises devant le même objet et l'un avoir une expérience satisfaisante, une expérience heureuse, et l'autre une expérience complètement horrible. Le bonheur n'est pas l'objet, le bonheur, c'est la manière dont on fait l'expérience des choses. Donc en observant l'esprit, on peut observer ces choses-là. Le bonheur, ce n'est pas l'extérieur, le bonheur, c'est une manière de connaître. Donc déjà, savoir que le bonheur est à l'intérieur de l'esprit, ça a du sens. Et si on savait vraiment que le bonheur était à l'intérieur de l'esprit, une manière de connaître, est-ce qu'on serait tellement porté sur les choses extérieures dont on pense qu'elles sont le bonheur? Ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement étrangères au bonheur, mais elles ne sont pas le bonheur. Un voyage aux Antilles, ce n'est pas le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il ne le produit pas, le bonheur. On peut faire un super voyage aux Antilles. Donc ça nous fait poser la question, après, qu'est-ce qui crée le bonheur qui est à l'intérieur de moi? Et là, c'est de se dire, il y a peut-être des émotions qui créent le bonheur. Si le bonheur est à l'intérieur de moi, il y a peut-être des émotions qui le créent, ce bonheur. Donc vous voyez, observer la nature de la conscience, ça a une capacité à orienter notre vie vers les causes et les conditions qui sont les plus à même de produire ces expériences satisfaisantes. Ça nous permet d'observer que nous ne sommes pas nos émotions non plus. Ces pensées que j'ai à l'esprit, elles naissent dans l'esprit et puis elles s'en vont. Elles ne sont pas des personnes, ces choses-là. Je ne suis pas ces choses-là. Je ne suis pas ces choses que je répète à mon esprit. Et quand on le voit à travers la perspective de la nature de la conscience, on finit par ne plus s'identifier à ces choses-là. Je ne suis pas ces choses-là. Et ça, c'est une capacité libératrice très forte. Je ne suis pas mes états mentaux. Je ne suis pas les choses que je répète sans arrêt à mon esprit. C'est des pensées, les pensées vont et viennent, elles se dissolvent dans l'esprit, c'est tout. Et ça, c'est une forme de soulagement immense de penser que nous ne sommes pas ces choses-là. Donc quand je parle de cette nature de la conscience, c'est quelque chose qu'il faut réussir à reconnaître en nous. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça nécessite d'avoir acquis un peu de calme mental. C'est pour ça que j'en parle dans la méditation sur le souffle, c'est qu'une fois qu'on a calmé l'esprit, qu'on a cette expérience plaisante, on a observé nos pensées, c'est ce qu'on a fait la fois dernière, et bien on va essayer d'observer les moments où cette conscience, elle n'est pas présente. Ces pensées ne sont pas présentes. J'inspire. Est-ce que j'ai une forme d'attraction? Est-ce que j'ai pas une forme d'attraction? Non, j'ai ni l'un ni l'autre à ce moment-là. Et à ce moment-là, on peut se tourner plutôt que sur l'écran de télé, ou le film au cinéma, on peut se tourner vers le projecteur. C'est vraiment cette impression que ça fait quand on observe la nature de la conscience. On cesse d'être observant des objets, on commence à se tourner vers ce qui produit la lumière, ce qui produit l'expérience. Comme si au cinéma, on finissait par se dire, mais ce que je vois devant moi, c'est que des images
répétée 24-25 fois par seconde, et on se tourne, on finit par voir une lumière qui sort du mur. Et ça, on peut le faire que quand on est... Si on est pris dans le film, dans les images du film, dans nos pensées, si on est pris dans un film d'action, on ne va pas se dire « Oh là là, oui, c'est vrai qu'il y a la lumière qui sort du film ». Non, on est pris dans nos pensées. Donc quand on a calmé un petit peu nos pensées, qu'on a permis, à travers la méditation, de voir ces moments où les pensées étaient absentes, on peut commencer à se dire « Waouh ! Mais quel est le point commun de toutes ces expériences-là? Toutes ces expériences-là ont en commun d'être connues par quelque chose. » Il y a toujours à ce moment-là quelque chose qui connaît mes pensées, qui connaît, qui s'engage dans le réel, qui s'engage dans mon expérience. Donc, on va essayer d'essayer de le trouver un peu, cette nature de l'esprit, à travers la méditation. Et puis, cette semaine, je vais vous donner un petit peu des instructions pour essayer de vous encourager à essayer de le percevoir, cette qualité de l'esprit. Mais encore une fois, si vous n'y arrivez pas, si ça vous semble trop abstrait, concentrez-vous sur la méditation sur le souffle et peut-être une méditation analytique sur l'observation de vos pensées, par exemple. Hein. Essayez pas de forcer ça parce que c'est assez subtil. En général, c'est donné assez... c'est une technique assez avancée parce que ce qu'on essaie d'observer, c'est très subtil. Et d'ailleurs, ça n'a ni forme, ni contour, puisque c'est immatériel. C'est simplement cette expérience, ce fait de connaître. Mais ça a la capacité, quand on le reconnaît, d'aussi être un objet de méditation. Il y a des grands méditants qui développent le calme mental en méditant sur la nature de l'esprit. C'est ce qui vient dans le Mahamudra, par exemple, pour ceux qui sont familiers de ce terme. On développe le calme mental sur la nature conventionnelle de l'esprit, c'est-à-dire ça, cette nature claire et connaissante. On peut développer des absorptions méditatives en méditant simplement sur cette nature de la conscience. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans le Tantra quand on travaille sur les dissolutions qui peuvent apparaître au moment de la mort, par exemple. Toutes ces pensées, ces consciences grossières qui cessent, et on finit par avoir cette nature de la conscience qui apparaît beaucoup plus clairement. Donc il y a diverses techniques pour arriver au même résultat. Nous, on essaie de voir simplement une fois qu'on a calmé un peu nos pensées, qu'on a découvert que dans l'esprit, on pouvait avoir des moments sans pensée, on essaie d'observer le projecteur et de se dire, qu'est-ce que c'est ça, cette capacité connaissante? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a un son? Et quand on arrive, pendant quelques instants, à faire reposer notre conscience sur la nature de la conscience, eh bien, il y a quelque chose de très, très pacifiant qui se fait, de très calme, de très profond qui apparaît, dans la reconnaissance même de cette nature de la conscience. Il y a certaines écoles philosophiques qui disent que la conscience ne peut pas s'observer elle-même au même moment. Et dans les systèmes philosophiques supérieurs, on dit qu'en fait, la conscience, elle reconnaît le moment de conscience précédent. Ce n'est pas la conscience qui se regarde elle-même au même moment, parce que ça poserait des problèmes logiquement. C'est la conscience qui regarde le moment de conscience précédent. Et c'est ce qu'on fait. C'est la conscience qui se regarde elle-même. Il faut dire c'est la métaconscience. Ok, donc on va essayer à la fois d'indiquer la direction vers la nature de la conscience à travers le souffle, encore une fois, et puis à la fin, on va terminer par ces lentes, profondes inspirations-expirations dans lesquelles vous allez essayer de retenir votre respiration quelques instants, qui vous permettra d'expirer en restant dans le confort. Il ne faut pas que vous, au moment où vous expirez après la rétention, ce soit... Non, il faut que vous puissiez encore expirer très calmement, que le processus d'inspiration, de rétention, d'expiration soit le plus calme possible. Ok? Donc on va être conscient du souffle.
Et on peut, si on le souhaite, reprendre à l'étape. Si on pense qu'on a une forme d'expérience satisfaisante sur le souffle, on peut se dire, voilà, je reprends cette étape-là, calme, rafraîchissante. Toujours en conservant une forme d'appréhension en toile de fond du souffle, on peut commencer à se dire, mais c'est vrai que c'est extraordinaire que je connaisse, que je sois conscient. Chose auquel je porte jamais mon attention, mais c'est incroyable. C'est quelque chose qui connaît, qui illumine la réalité pour que je puisse la connaître. Il y a une différence entre les choses que je connais et la connaissance elle-même. Un objet en soi n'est pas connaissance, c'est ma conscience qui le connaît. Donc il y a une différence entre un objet et le sujet de cet objet. On découvre qu'on a des pensées qui nous traversent l'esprit et qu'entre ces pensées, il y a du calme, une absence, des pensées discursives. Et à ces instants, je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est la connaissance, la conscience, ce projecteur? Est-ce que je peux même porter mon attention dessus? Ben, je vais essayer. Plutôt que d'être porté sur les objets mentaux, les choses qui apparaissent dans mon esprit, je vais être dans l'observation de l'acte de connaissance même. Est-ce que cet acte de connaissance a une forme? Il a un contour? Est-ce que pour savoir que je suis conscient, j'ai besoin de connaître préalablement un objet? Non, je sais que je suis conscient. Je sais que je sais. On compare parfois la nature de la conscience à un lac de montagne qui reflète les nuages au-dessus de lui. J'essaie de percevoir en moi cet espace clair qui reflète la réalité, qui reflète le passage des nuages.
Le lac n'est pas les nuages, n'est pas le ciel au-dessus de lui, simplement ce qui le reflète. J'inspire, sensible à ces instants peut-être où je perçois cette conscience claire, pure, connaissante, immatérielle. J'expire, conscient de ces instants, sensible à ces instants, et peut-être j'entrevois la nature de la conscience, claire, lumineuse. Ce lac de montagne qui reflète les nuages, les pensées qui sont comme les nuages qui vont et viennent, les préoccupations. Il y a toujours cette conscience qui connaît, qui illumine. Je porte mon esprit plutôt sur le projecteur que sur le film, sur l'acte de connaissance. Calmement, je peux revenir sur le souffle. Observer la manière dont mon souffle sort de mes narines, par exemple. Me souvenir de calmer l'activité du souffle, calmement. Calmer l'activité du corps. Sensible à cette expérience rafraîchissante, calme.
je vais prendre 3 grandes profondes langues d'inspiration avec une rétention, et que mon inspiration, ma rétention et mon expiration expriment ce calme. J'inspire, je retiens mon souffle et j'expire d'une manière calme. De manière à exprimer ce que je ressens du calme à cet instant. Je suis sensible à la manière dont l'air entre et sort de mes narines à présent. Et calmement, on va pouvoir dédier ces choses positives qu'on a observées aujourd'hui à travers le calme. Ces choses du monde intérieur, du monde obscur de l'esprit, pas dans le sens obscur de manière négative, mais obscur parce que pas encore totalement illuminé. On a activé des choses à l'intérieur de l'esprit qui ont la capacité de créer des expériences satisfaisantes à l'avenir. On appuie ces facteurs qu'on a encouragés à l'intérieur de nous à travers cette session, grandir, grandir. Puisse-je avoir plus de calme, de disponibilité, qui permet plus de sagesse, de compréhension, de bienveillance, d'altruisme, de résilience. Puis toutes les choses que j'ai activées, peut-être sans le savoir aujourd'hui, être bénéfique aux êtres autour de moi, pour tous les êtres en général. Voilà, alors on va se quitter pour aujourd'hui. S'il y a encore des questions, on peut passer quelques minutes à y répondre. La fois prochaine, on essaiera de voir comment, en ayant observé ces pensées, en étant un peu plus conscient du projecteur, on peut voir le passage de ces pensées et finir par se désidentifier. Encore une fois, c'est une expérience très libératrice de voir toutes ces choses qui finalement passent devant notre esprit
et ne demeure jamais. Voir que ces pensées, toutes ces choses que je répète dans mon esprit ne demeurent jamais, ne viennent jamais entacher cette nature consciente et connaissante et claire de l'esprit. Ce que je dis souvent, c'est que dans le bouddhisme, on ne dit pas qu'une personne où l'esprit est bon par nature, on ne dit pas non plus qu'il est mauvais par nature, on dit seulement qu'il est clair, qu'il a ce potentiel d'expériences diverses et que le plus grand potentiel de l'esprit, c'est de ne pas avoir par essence de perturbation mentale. C'est-à-dire que toutes ces choses, elles passent, elles naissent, elles sont connues par l'esprit, mais l'esprit lui-même demeure complètement clair, complètement pur, libéré de ces choses qui passent sans arrêt. Et ça, quand on pose l'esprit là-dessus, ça a un potentiel de libération très, 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 très fort. C'est la base sur laquelle on peut méditer sur la nature, notre nature de Bouddha. Notre nature de Bouddha, c'est notre esprit qui n'existe pas de manière intrinsèque. Ça, on pourra peut-être l'observer à l'avenir, mais voilà. François, juste question. En fait, on a finalement la possibilité de faire la session de la semaine prochaine à 10 heures. Est-ce que tu veux revenir sur cette heure-là? Oui, oui, c'est Ok, bien. du 10 coup, je te heures, super. confirmerai comme ça. Génial. Du coup, il y a quelques questions effectivement qui se sont posées pendant que tu parlais, donc peut-être à des moments aussi précis en fonction de choses que tu disais, sachant qu'il est 11h35, donc je ne sais pas si tu veux. Oui, on peut prendre quelques minutes, bien sûr. Et puis chacun sentez-vous libre de partir Oui, si oui. vous avez d'autres contraintes. Merci d'être venu à nouveau aussi nombreux aujourd'hui. Donc il y avait une question qui disait, tu parles de l'inconscient, être conscient que l'inconscient est au moment où tu parlais de Truman Show. L'inconscient, je ne sais pas du tout comment. Malheureusement, je ne suis pas du tout familier avec cette notion d'inconscient. Euh, L'inconscient, la nature de la conscience, c'est qu'elle opère sans discontinuité. C'est-à-dire qu'elle est toujours consciente de quelque chose. Même quand on dort, il y a une différence entre être conscient de quelque chose, être conscient de quelque chose dans le sens où on peut se rappeler de la chose dont on était conscient, parce qu'il y a, même quand on est dans le coma, il y a des apparences mentales qui surgissent. Ce pas des choses sur lesquelles on va pouvoir être conscient d'être conscient de ces choses-là, non plus que des choses qui vont permettre un souvenir, mais la conscience opère sans arrêt. Donc l'inconscient, à l'aune de ça, je ne sais pas comment on peut le comprendre. Je ne pourrais pas répondre à cette question, je pense. J'ai malheureusement pas de connaissances en psychologie pour pouvoir... Je suis désolé. Il y avait juste précision, nature de conscience et nature de l'esprit, est-ce que c'est la même chose ou deux choses Oui, différentes? oui, c'est la même chose. Esprit, conscience sont identiques. Et il y avait une question, alors je vais essayer de résumer, qui était cette idée que, en fait, à force finalement de regarder de coin, enfin de regarder avec finalement des perturbations, des fantasmes, des illusions, est-ce qu'on ne peut pas à un moment penser que c'est juste et donc, du coup, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une personne extérieure pour nous aiguiller et éviter la fausse route? Bah, une fois qu'on a appris les instructions de la méditation et qu'on sait faire l'analyse de nos propres pensées pour savoir reconnaître si elles ont une base dans la réalité ou pas, je pense qu'on peut être assez autonome dans ce processus. Ok. Ça répond à la question, Arnaud, tu penses? Je pense, après, c'est vrai que moi, je l'ai aussi peut-être j'ai peut-être aussi résumé un peu trop rapidement, mais je pense qu'effectivement, vu le temps qu'on a, Ouais. ça répondra, quitte à effectivement Ben, vous pouvez poser plus intervenir sur le sur Google le Group. Google Group hein, si vous voulez, poser des questions. Je peux y répondre avec peut-être plus de justesse et plus de précision aussi. Et puis il y avait une dernière question. Tu parles de la conscience. Alors conscience écrit avec un grand C, quelque chose qui est plus grand que nous, ce champ d'information extérieur à nous,
et qui nous inspire et pas du fait d'être conscient. La conscience qui nous rappelle qu'on est des êtres humains et pas des fers humains. Je suis tout simplement, sans repère extérieur comme son travail, sa situation maritale, les enfants que l'on a ou pas, sa position sociale, ce qu'on possède, etc. Oui. La conscience avec un grand C, je ne sais pas si elle a un grand C dans le bouddhisme, la conscience, mais en tout cas, elle est quelque chose d'assez fondamental. Parce que dans la perspective un peu plus vaste, c'est quand on commence à comprendre cette nature de la conscience, on va pouvoir se poser la question suivante, se dire, cette conscience-là, à quel moment elle commence? Cette chose qui est juste connaissante, par quoi elle est causée? On va vraiment faire un travail d'analyse. Et il arrive un moment où on se dit, mais cette chose connaissante, elle n'est pas causée. Elle est causée par des facteurs extérieurs, mais elle est également causée par elle-même. Un moment de conscience devient un moment de conscience. Et on ne peut pas trouver de point de départ. Donc là, cette nature de la conscience, l'observation de cette nature de la conscience, c'est ce qui permet de voir la grande image de la position bouddhiste des renaissances, par exemple. C'est que sa conscience, elle n'arrête pas au moment de la mort, elle ne commence pas à la naissance. Donc conscience avec un grand C, c'est aussi de voir que, oui, ces choses qui sont notre travail, notre expérience, notre corps, sont des choses qui passent auprès de la conscience et qui disparaissent. Donc on s'engage de manière différente quand on réalise ça. La réalisation de la nature de la conscience, c'est très très puissant. Pour comprendre qu'est-ce qu'une personne aussi. Il y a un système philosophique, le Sautrantika, qui dit que la personne, si on cherche vraiment ce que c'est qu'une personne, c'est ça. C'est cette nature de la conscience. Certains vont dire non, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je pense que c'est une bonne indication de se dire, est-ce que je suis mon propre corps? Est-ce que je suis mon esprit? Est-ce que je suis ma parole? Est-ce que ces choses, elles passent? Moi, je peux avoir un esprit, un corps avec des bras coupés. Est-ce que mes bras sont moi-même? Est-ce que je suis ces choses-là? Quand on cherche vraiment la substance de la personne, et ça, je pense que c'est assez proche de l'hindouisme aussi, hein, c'est de voir que c'est cette conscience, c'est ce facteur connaissant. Alors après, comment ce facteur connaissant existe? Il y a une différence avec l'hindouisme. L'hindouisme va dire qu'il y a l'atman, il y a une forme d'âme. Le bouddhisme va dire non, cette chose-là, elle est impermanente et il n'y a pas de substance qui demeure, parce qu'elle change moment par moment. C'est tout, Arnaud? Ouais, enfin, je propose qu'on s'en arrête là, effectivement. Après, il y a plein de Bon, gens ben à voilà. remercier. Merci à tous. Ben, Et merci puis, à toi, François. avec plaisir, la semaine prochaine. C'était peut-être un peu compliqué aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra. J'essaierai peut-être de... Envoyez-moi vos messages si vous pensez que c'est trop compliqué, parce que je suis très content de faire plus simple. Et puis, je m'adapte en fonction de ce que vous voulez et de ce que... Ça, c'est important aussi. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours par rapport à ça. Je serai ravi de les considérer. Et puis, la semaine prochaine, on essaiera de voir l'impermanence en lien avec ça. Merci. Passez un bon dimanche. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au Merci. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.